Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre, merci de choisir Canal Algérie pour passer un agréable moment à la bonne heure de 15 heures à un peu plus de 16 heures, toujours sur Canal Algérie. En tout cas, comme à chaque fois, nous sommes ravis de vous retrouver avec toute l'équipe. Nous vous avons préparé plein de belles choses, des choses qui vous intéresseront sûrement. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'art, j'ai envie de dire, cet après-midi. Nous avons le plaisir de recevoir Shahrazad Messada, qui est psychopédagogue. Eh bien, elle travaille souvent et beaucoup avec les enfants et justement, elle propose des méthodes très intéressantes, des méthodes dont nous allons parler cet après-midi. Apprendre aux enfants à apprivoiser leurs émotions, par exemple, ou encore l'art au service des enfants, en tout cas des méthodes très intéressantes. Nous verrons tout ça en détail avec elle dans un tout petit moment. Et puis, une autre artiste nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Il s'agit de Nadia Tbahriti, qui expose actuellement, et l'exposition est intitulée Terre d'origine, en tout cas une immersion dans le monde de cet artiste qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis, on vous propose également en même temps un bon plan pour ce week-end, pourquoi pas cette belle exposition qui se tient actuellement. Et puis, l'instant littéraire est également prévu, mercredi cette fois-ci. Mais c'est pas grave, et comme à chaque fois, Faisal Bayoud a des choses très intéressantes à nous proposer. Et aujourd'hui, il reçoit Halima Abdet, poétesse. En tout cas, nous sommes ravis de l'avoir encore une fois avec nous cet après-midi. Et puis, Wahida Salmchili est également de la partie. Et aujourd'hui, pour la rubrique Shkounishfa, nous verrons dans quel souvenir elle va nous replonger aujourd'hui. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Beaucoup d'art, bien sûr, beaucoup de créativité, j'ai envie de dire, en tout cas que des choses positives. Restez avec nous, on va recevoir tout ce beau monde avec de la musique et on revient juste après. Belles paroles, de beaux paysages, en tout cas le décor est déjà implanté pour passer une belle émission cet après-midi, une chanson qui a beaucoup plu également aux invités. En tout cas, et nous sommes ravis de les avoir avec nous cet après-midi. Nadia Tbahriti, comment ça va? Alhamdulillah, bienvenue. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Merci pour votre invitation. Artiste peintre, avec une particularité, j'ai envie de dire. En tout cas, on verra tout ça tout à l'heure. Et puis, Halima Abdet est également avec nous. Comment ça va? Oui, ça va, je vous Bienvenue. remercie. Merci beaucoup. Ravie de vous retrouver encore une fois. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci à Faisal. C'est ça, et cette fois-ci, justement, dans la rubrique littéraire qui est proposée chaque fois, chaque semaine, dans l'émission avec Faisal Bayoud. Comment ça va, Faisal? Bonjour, ça va, merci et vous? Ça va, on ne vous a pas vu hier. Exactement. C'est une belle émission. Nous avons prolongé un petit peu la célébration d'Inayet. Exactement. Voilà, oui. vous nous avez manqué. Mais en tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, Shahrazad Messada est également avec nous. Comment ça va? Ça va, très bien. Bienvenue. Enchantée d'être ici. Nous sommes ravis également de vous avoir avec nous cet après-midi. Et justement, mesdames, c'est avec Shahrazad que nous allons commencer cet après-midi pour parler justement de tout ce qu'elle fait, de toutes les belles choses, avec les enfants surtout, particulièrement. Et donc, vous êtes psychopédagogue. Oui, psychopédagogue, oui. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique et je développe moi-même mes outils. D'accord. Donc, voilà, avec les enfants de 3 jusqu'à 12 ans. Voilà. Mais je vais aussi plus bas aussi, avec les bébés aussi. J'ai d'autres projets, je travaille aussi avec ça. D'accord. Et est-ce que ces techniques, justement, sont nouvelles ou c'est des techniques qui existent depuis longtemps et qu'on ne connaissait pas? Dire que c'est nouveau, je ne sais pas. Je travaille autour des émotions, donc apprendre à apprivoiser les émotions. Donc j'ai développé toute une méthode et justement, sur le terrain, c'est le terrain qui m'a montré qu'il y avait des lacunes, qui manquait des choses et moi je suis venue les apporter aux enfants à travers une méthode. D'accord, donc vous avez apporté, j'ai envie de dire, un savoir-faire et justement vous le pratiquez ici en Algérie, ça vous tenait à cœur? Oui. De revenir au pays et oui, ça me tenait à cœur de proposer ce projet parce que pour moi, voilà, c'est important d'éduquer la jeunesse et d'apporter aussi des nouveautés qui ont fait leurs preuves et de développer ça ici dans son pays d'origine. Alors concrètement, on va un petit peu parler de ces méthodes. Concrètement, justement, qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Donc avec les enfants, je fais beaucoup de choses. Donc là, on voit déjà, essentiellement, j'apprends à apprivoiser mes émotions. Alors, les émotions. Ça, c'est des objectifs que vous voulez atteindre avec les enfants, c'est ça? Alors, je les ai déjà atteints, je le fais déjà, je le pratique déjà depuis un certain nombre d'années.
Alors, en fin de compte, c'est 8 petits personnages qui représentent des fruits et des légumes et qui représentent chacun des émotions. Donc, c'est une méthode à viser. C'est une méthode à viser pour, comment dire, pour apprendre à développer l'intelligence émotionnelle des enfants de manière saine et positive. Donc chaque personnage représente une émotion et ça permet au final à l'enfant de mieux retenir et utiliser et exprimer, identifier, comprendre ses émotions. Voilà. Donc je passe à travers le jeu, à travers le livre, à travers le corps, à travers des protocoles de sophrologie et aussi dernièrement aussi à travers l'art aussi. Voilà. J'utilise aussi les supports de l'art, des tableaux d'artistes et tout ça. Ce qu'on appelle l'art-thérapie, c'est ça, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de bénéfices par rapport à ça. L'enfant déjà peut comprendre, peut identifier ses émotions. Il y a beaucoup d'avantages dans ça. Il travaille sur la motricité fine parce que l'enfant aussi, je l'invite aussi à exprimer, à dessiner aussi. Donc j'utilise différentes techniques, différents supports pour qu'il puisse voyager le temps d'un atelier voilà, autour d'une thématique. Vous travaillez aussi, un point très dur, j'imagine, pour les enfants, le deuil. Alors voilà, justement, on me pose souvent cette question. C'est le chemin qui, j'imagine, est important. Là, on est en train de découvrir une vidéo. Voilà. C'est le chemin du... C'est le chemin du deuil qui m'a amené à travailler sur les émotions. Parce que quand un enfant perd un proche, il traverse différentes émotions. Il peut traverser la colère, la tristesse. Voilà, il y a pas mal de la peur aussi parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et je me suis spécialisée dans ça. Je me suis formée au deuil de l'enfant et j'ai écrit une histoire. J'ai travaillé sur un dossier pédagogique. Je suis psychopédagogue, donc moi les notions abstraites qui sont compliquées, moi je les simplifie et je les mets à portée d'enfant. Et même les adultes sont friands de ce que je propose parce que on a trop tendance à mentaliser les choses et quand il s'agit de parler avec des enfants sur le terrain, on est démuni d'outils, on ne sait pas quel mot employer et moi c'est ce que j'apporte à mon savoir public. Mettre des mots justement à toutes les situations. Et comment justement vous organisez ces ateliers, comment vous faites, où est-ce que vous les faites, quand, comment vous organisez tout ça? Là, je suis nouvellement, je propose le projet ici, mais là, je le proposerai régulièrement dans une galerie. Après, ça peut être sous forme de stage. Voilà, donc il y a des formes de stage où c'est beaucoup plus long. Donc ça me permet d'aller plus en profondeur avec l'enfant, d'enrichir son vocabulaire, parce que malheureusement, à part dire j'ai peur, je suis triste, il y a des nuances. Vous utilisez le mot, et donc les mots sont importants et bien sûr, de placer chaque mot là où il doit. Et c'est un peu comme les couleurs, on est dans le thème des artistes, c'est aussi un peu comme les couleurs, il y a des nuances dans les émotions, dans les mots qu'on utilise, et moi j'essaye vraiment d'amener l'enfant à ça. Voilà, un mot a une énergie, a une importance, et comment on le dit, voilà. Donc on a tendance des fois à dire je suis en colère, mais des fois on est juste agacé, donc juste la représentation, on va dire je suis agacé, je suis pas quelqu'un en colère, ça change la représentation que l'on peut avoir d'une émotion. Exact. Et il y a aussi un projet de livre. Donc vous travaillez sur un beau projet. Oui, j'ai coécrit un livre avec une psychologue qui est installée ici en Algérie. Et pareil, c'était suite à la mort de mon oncle que l'idée a émergé. Et on s'est, avec l'idée qu'elle avait l'idée d'un petit personnage, une petite fille. Et j'ai dit, tiens, la petite fille a mangé. J'ai dit, tiens, ça serait bien qu'elle mange au final mes petits émotifruits, parce que c'est des fruits et des légumes. Et du coup, ce livre-là, on a voulu l'orienter. Du coup, il a été dessiné par quelqu'un aussi, c'est du Madine algérien. Voilà. Vous avez fait appel justement au savoir-faire, bien évidemment. Exactement, et avec beaucoup de codes, c'est-à-dire toutes les illustrations, j'ai voulu vraiment plonger dans mon enfance. C'est représenté par une grand-mère qui est là, c'est la grand-mère qui accueille l'émotion de la petite fille, avec nos petits codes aussi algériens. Il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça. J'ai voulu vraiment, j'avais le choix de trouver des dessinateurs modernes, mais j'ai refusé ça. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose de simple et qui parle aux Algériens, voilà, et replonger un peu dans ça. Voilà. Très bien, on va regarder une vidéo puisque vous en parlez, je pense, du côté de la régie. Si je te donne un pinceau, que
changerais, tu, dans l'œuvre de Selma? Selma, c'est l'artiste qui a fait ce tableau-là. Qu'est-ce que tu rajouterais ou qu'est-ce que tu changerais? Je mettrais un bracelet. Tu lui mettrais un bracelet. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter d'autre? Un collier. Un collier. Un cercle. Un petit serre-tête, un petit diadème. D'accord, oui. Super. Donc là, dans cette œuvre-là, tu aurais fait ça. Nadia, qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial. C'est une méthode, c'est très intéressant d'associer justement les enfants et puis d'aller les chercher sur les émotions et l'art en même temps. C'est un très beau projet. Ouais, justement, expliquez peut-être ce projet. Alors, ce projet autour de l'art, c'est pareil. Donc, il y a toute une pédagogie. Donc, je présente les émotions et je propose des œuvres. Et l'enfant, je lui pose des questions. Je lui pose des questions, je lui apprends. J'utilise beaucoup les portraits aussi. J'essaie d'utiliser beaucoup de portraits. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Et j'apprends à l'enfant du coup, à nommer l'émotion, à l'identifier, de se mettre à la place de l'autre. Donc, du coup, ça développe aussi son empathie. Ça lui permet aussi de rêver. Parce qu'un tableau, c'est quelque chose de carré. Mais il peut se passer pas mal de choses dans la tête de l'enfant, à l'intérieur. Donc j'invite l'enfant, on travaille aussi sur les couleurs, sur les textures, et après il y a vraiment une partie créative où j'invite l'enfant à lui dessiner ce qu'il ressent, ce qu'il a envie d'exprimer, et du coup ça valorise l'enfant, et c'est surtout aussi le sensibiliser à l'art. Moi, j'ai grandi, vous savez, dans un milieu populaire, malheureusement, l'art, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, pour moi, l'art doit être accessible à tout le monde. Il n'y a pas, un tableau, quelque chose de beau n'a pas de prix pour moi. Exact, bien sûr. C'est comme un livre, une histoire n'a pas de prix. Et l'art, tout ce qui est visuel, tout ce qui est artistique, c'est pareil. C'est l'âme qui s'exprime. Les enfants ont beaucoup d'imagination, beaucoup de choses à exprimer, à dégager dans leur cœur. Et c'est vraiment leur donner la parole aussi et les valoriser. Exact. Et aussi les cadrer et bien les orienter, c'est très important. Alima, vous pensez quoi de toutes ces belles choses qui se font? Oui, déjà la dame est en train de parler et puis on est tout à fait dans le même champ lexical en tout cas. Oui. La dame parle d'émotion, de peur, de deuil, de dépassement, et tout ça, c'est l'objet même de la poésie. On n'a pas les mêmes, c'est pas les mêmes méthodes, mais on travaille sur le même terreau. Et donc, sauf que moi, par rapport à, je suis souvent à la recherche de l'enfant en nous, parce que l'enfant en nous ne disparaît jamais. Ça, c'est vrai. C'est peut-être notre passé, mais c'est notre passé génétique, il est là. Oui, il est là en nous, inscrit pour la vie. Et donc déjà sur le plan lexical, on est tout à fait dans le même humus, on est dans la même galère, on va dire. Et le travail une des préoccupations des poètes aussi, c'est d'aller chercher au-delà de la surface des choses, aller chercher ce qu'il y a en profondeur, ce qui nous agite réellement, ce qui nous habite. C'est vrai que ça va dans le sens de Charles. Tout à fait. Sauf que moi, je ne fais pas c'est-à-dire, je suis constamment, c'est même une obsession chez moi, à la recherche de l'enfant en nous. Et très souvent, je dis que pour écrire en poésie, les gens me demandent souvent ce que ça veut dire. Je leur dis, vous suivez le regard d'un enfant. Là où il se pose, il y a de la poésie. Voilà. Là où se pose le regard d'un enfant, il y a de la poésie. C'est vrai. Voilà. Et j'imagine que souvent, avec les œuvres que vous leur présentez justement à ces enfants, vous avez des retours extraordinaires. Bien sûr, extraordinaire. Et j'ai même la dernière fois partagé ça à une artiste qui était très émue de voir au final ces tableaux s'exprimer, prendre vie à travers les paroles d'un enfant. Exactement, les œuvres prennent vie, j'imagine. Voilà. Et je reviens aussi justement par rapport à ça, revenir aux émotions et permettre à l'enfant très tôt de pouvoir les exprimer, moi je dis un enfant qui maîtrise ses émotions, c'est un enfant qui connaît, qui comprend ses émotions, c'est un adulte plus tard qui saura les maîtriser. Donc voilà, et quand on parle, au final, on a beaucoup de parts blessées au final, et c'est parce qu'on n'a pas su être écouté, on nous a pas... Voilà, quoi. Donc, forcément accorder du temps. Voilà, aussi, très souvent, les parents sont dépassés. Et donc, voilà. Et puis, en parlant de temps, justement, ces ateliers durent combien? Les stages, ça tourne, c'est 2 jours. Quand vous prenez des enfants ou un enfant pour
en tirer le meilleur, j'ai envie de dire. Alors moi j'aime bien les suivre les enfants, donc c'est pour ça que les thèmes, les thématiques, c'est des thématiques mensuelles à raison de 2 heures par mois minimum. Mais l'idée c'est vraiment qu'il y ait un accompagnement. Le résultat c'est toujours sur du long terme. Et voilà, sinon sous forme de stage où je vais beaucoup plus en profondeur. Et en 2 jours les enfants, voilà. Et après, comme je l'ai dit souvent, c'est-à-dire moi j'ai importé, mais c'est aussi, il y a aussi un travail qui doit être fait aussi avec les parents. C'est ça aussi. Donc les parents doivent aussi je les sensibilise aussi d'une certaine manière aussi. J'essaie aussi un peu de les accompagner. Et puis peut-être l'idéal, c'est de faire des ateliers en famille. C'est prévu. Voilà, avec que le parent puisse bien comprendre l'enfant et vice versa. Exactement. Aussi. Donc ça peut se faire aussi. Voilà, l'enfant tout seul, voilà, il a besoin d'être accompagné. C'est ça. Aussi. Très bien. En tout cas, de belles méthodes, j'ai envie de dire, et de belles thérapies. Et est-ce qu'il y a aussi, bien évidemment, les œuvres d'artistes algériens, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Avec lesquels vous travaillez, j'imagine. Oui, bien sûr. Là, j'en découvre aussi, parce que voilà, c'est pas... en même temps. En même temps. Et donc, je suis toujours dans la découverte, dans le renouveau, et de les utiliser aussi et les mettre aussi en avant. Voilà. D'accord, très bien. Donc... ça va être réellement mis sur le terrain, donc ça va Oui, très prochainement, dans une galerie qui est située à Chiraga, en face d'un grand centre commercial qui est très connu. D'accord. Donc la responsable m'a ouvert ses portes et il y aura des rencontres avec des enfants. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui adhèrent au projet, parce que vous avez aussi besoin d'être entouré. Vous savez, tout le monde adhère parce que, comme le disait Halima, il y a toujours notre part d'enfant qui s'exprime. Donc, moi, les personnes qui observent ça, qui nous disent toujours, j'aimerais bien être une enfant. Est-ce que je peux me faire petite et venir à vos ateliers? Donc, voilà. Très bien. En tout cas, c'est noté. Et puis, vous reviendrez sûrement avec des enfants et avec des personnes qui ont justement assisté et bénéficié de toutes ces thérapies. En tout cas, vous serez la bienvenue. On va continuer toujours dans l'émission avec la rubrique littéraire, comme chaque semaine dans cette émission. Et elle est signée Faisal Bayoud et c'est juste après le jingle. Ça va Faisal? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Madame Halima Abdad, grande poétesse. Alors quand j'ai découvert vos livres, franchement, on voyage à travers vos livres. Donc vous avez juste pour rappel, vous avez 3 recueils. Donc le premier c'est Colère. Qu'êtes-vous devenu, publié aux éditions D'ores et déjà. Ensuite, vous avez eu Puisque tu es la mer en 2021 et le tout dernier édité chez ANEP Édition, Telle une chair tatouée. Donc c'est votre dernier recueil de poésie. Alors vous avez eu un prix par rapport à l'un de vos je pense poèmes, c'est ça, le poème Écrire. Oui, c'est une qualification. Voilà, exactement. Voilà. Alors justement, pour revenir à cette qualification, quel était votre ressenti par rapport à cette... c'est comme en fait une reconnaissance. Distinction, bien évidemment. C'est les livres peut-être, Faisal? Oui. Alors c'est un poème inédit, c'était un peu ça, parce qu'en fait la fondation Sangor se trouve en Italie. Exactement. Donc c'est un inédit qui n'est pas publié encore, c'était pour eux. Et enfin, mon impression, oui, surtout que je me sens un peu nouvelle arrivée dans le domaine parce que, comme vous le savez, j'ai une âme d'enseignante d'abord et je suis venue à la poésie sur le tas. J'étais heureuse comme on peut être heureux pour mes petits mots. Exactement. Parce que c'est mes petits-enfants. C'est des petits-enfants que je mets au monde. Que je crée, que je mets au monde, et après le fait qu'ils puissent voyager comme ça et que je puisse simplement les accompagner avec toute la précaution que peut avoir une maman par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment mes petits mots, parce que vous savez, quand on écrit, quand on publie,
La publication, c'est vraiment une expropriation, c'est vraiment un accouchement. Ouais, après, c'est cet enfant qui naît, on ne fait que l'accompagner dans la vie. Surtout que la poésie s'y prête beaucoup parce que, comme il y a ce phénomène de polysémie, donc que les sens peuvent avoir, c'est des écrits très subjectifs, donc qui s'adressent aussi à la subjectivité de ceux qui me feront l'amabilité de me lire. Donc ils peuvent les comprendre comme ils sont eux, je veux dire, d'après leurs propres émotions, d'après leur propre vécu, d'après leur propre... Et donc j'écris un recueil ou un poème et il se trouve qu'il peut être multiplié au nombre de lecteurs qui le lisent. Exactement. Voilà. C'est ce qui fait justement la beauté de la poésie en fait. Tout à fait. On écrit un texte et il pourrait avoir justement énormément d'interprétations. Surtout que vos textes justement sont écrits d'une façon très particulière, la plupart. Alors vous avez donc de la poésie, vous avez de la poésie en prose, vous avez aussi des textes qui me rappellent justement les calligrammes d'Apollinaire, donc c'est très très beau. Est-ce que justement ça a une signification pour vous Le calligramme, oui, j'aurais voulu en faire. Là, c'est fait vraiment manuellement avec mes mains et tout. J'ai essayé d'arranger, mais c'est des problèmes en fait d'édition, de matériel. C'est difficile parce que le calligramme, vous avez vu, c'est un dessin en fait qui représente le poème. J'aurais voulu, mais quand même il y a des limites dans l'édition, c'est un peu compliqué. Et donc j'ai fait ce que j'ai pu avec manuellement. C'est très bien réussi en tout cas. Merci, merci beaucoup. J'ai essayé. Voilà, j'ai essayé. Et justement, dans vos poèmes, vous abordez énormément de thématiques, mais vous restez très essentiellement concentré sur tout ce qui est émotion, justement, comme on le disait, tout ce qui est aussi spirituel. Vous parlez énormément du deuil, de la mort. Alors, justement, ce sont des thématiques qui vous inspirent. Oui, tout à fait. Enfin, j'écris vraiment parce que d'abord j'ai beaucoup d'empathie. Et j'aime bien creuser au-delà encore de la surface des choses. J'aime bien creuser. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'où d'ailleurs, par exemple, pour les thématiques, mon premier recueil que j'ai publié en France, qui s'appelle « Colère, qu'êtes-vous devenu ?» En fait, je pose une question, parce que pour moi, très souvent, les questions sont plus importantes que les réponses, où je pose la question à mes lecteurs et à moi-même d'ailleurs, que faisons-nous? Sous le terme colère, j'ai englobé en fait plein de choses. J'ai englobé le deuil, j'ai englobé la tristesse, la douleur, la révolte. Voilà, toutes ces choses, la détresse, le renoncement, toutes ces choses-là qui peuvent être toxiques pour nous dans la vie. Je les ai englobées comme ça de manière très subjective aussi sous le mot colère. Je me suis posé la question, que fait-on de tout ça dans nos vies? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a alors où on les laisse en l'état et ils nous détruisent, madame le sait bien. La haine, par exemple, parce qu'il ne faut pas non plus fuir les choses. Nous avons la haine en nous, nous avons... voilà, il s'agit de les apprivoiser, d'apprivoiser le deuil. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, un sentiment comme la jalousie, par exemple, ou la haine. Elle ne fait pas de mal à la personne envers qui elle est dirigée. Elle fait mal à la personne qui la ressent. Donc, je me dis... Que faisons-nous de tout ça? Il faut bien en faire quelque chose parce que les laisser en l'état, c'est très toxique pour la personne. Alors il y en a qui en font de la psychologie, il y en a qui en font de l'art, il y en a qui font un métier, il y en a... En tout cas, il faut la proposition. C'est une simple proposition parce que je ne suis pas comme j'ai de simples propositions. C'est pas la proposition que je fais, c'est comment les convertir dans la vie. Et convertir en quoi? Dans un métier, dans l'écriture, voilà. Mon deuxième recueil, puisque tu es la mère, est aussi dans cette même problématique, où j'ai fait d'abord j'ai arrêté mon champ de caméra à la mer, parce que je suis très influencée par le cinéma et par la peinture aussi. Donc j'ai délimité un champ sur la mer, comme ça, juste sur la mer, et j'ai fait une superposition entre la nature humaine et la
la mer. Je ne sais pas si on peut voir la couverture à l'écran. Oui, on est en train de la voir. Voilà la couverture, puisque tu es la mer. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a, en fait, c'est un visage humain qui est derrière. Exactement, oui. Voilà. Donc vous avez, quand vous voyez comme ça, c'est une mer, mais derrière, il y a un visage humain. Alors pourquoi superposition? Parce que je pense que nous ressemblons dans notre condition humaine beaucoup à la mer. On ressemble beaucoup à la mer parce que, vous voyez par exemple, la mer, c'est un espace dans nos contradictions d'abord, parce que nous sommes des êtres très contradictoires, n'est-ce pas madame? Très paradoxaux dans la vie. On dit oui pour dire non, on dit non pour dire je sais pas. Et puis un calme peut cacher une colère. Exactement. La mer, elle est lisse souvent, mais qu'est-ce qu'elle recèle dans ses profondeurs? Comme nous, c'est vrai. Et puis, elle est dans ses paradoxes. Vous voyez, par exemple, la mer, c'est en même temps un rêve de voyage, comme elle est aussi un cauchemar de naufrage. Exact. Elle est un espace ouvert qui sépare. Vous voyez, par exemple, entre nous, l'Italie, la Tunisie, cette Méditerranée, qui est une séparation, mais qui est aussi un lien. Exactement. Donc, c'est une séparation qui unit. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, j'aime pas tellement citer les auteurs parce que j'ai toujours peur de me tromper. Au XVIIIe siècle, il y a un auteur anglais, Pope, il s'appelait, qui avait dit que c'est lui qui avait dit que la mer était un espace qui reliait. Voilà. Et un espace qui faisait lien. Voilà. Paradoxal, juste un autre paradoxe. La mer est aussi une nourricière, c'est-à-dire qu'on se nourrit, c'est une mère nourricière. Mais aussi, elle se nourrit de nous, parce qu'il y a des gens qui se noient, il y a des gens qui... c'est vrai que c'est très philosophique, hein, on a envie de dire ce que nous raconte Halima. Voilà, donc d'où les choix de mes... C'est pour ça que j'ai des thématiques dans mes recueils, et j'essaye de... C'est une thématique, et j'essaye d'écrire des poèmes, c'est comme le tout dernier aussi, telle une chair tatouée, et là je suis beaucoup dans ce que vous faites. Parce qu'en fait, déjà dans le titre, je parle de ces choses qui sont incrustées en nous, tellement incrustées en nous qu'ils en deviennent des tatouages. Souvent à notre insu d'ailleurs. Parfois on les oublie. Plus. Parfois on les oublie, mais ils ressurgissent à la faveur d'un événement, à la faveur d'un deuil, à la faveur d'une rencontre. Mais ils sont là, et ils ne sont pas notre passé. Ces souvenirs, ils sont notre présent, encore une fois, notre présent biologique, notre présent génétique. Ils sont là. Et les enfants, quand vous parlez des enfants, on peut danser. Ils ressurgissent souvent, très très souvent les enfants que nous sommes. Alors justement, surtout dans le dernier recueil, mais aussi dans les autres, vous abordez énormément la mer, mais pas que, vous abordez aussi la ville. Alors il y a pas mal de poèmes qui parlent d'Alger, beaucoup de poèmes aussi qui parlent de Lorès, de Batna, qui est c'est mon pays. Justement, voilà, qui est votre ville natale. Votre région natale. Ça vous inspire beaucoup? Oui, ça c'est surtout vu dans mon dernier recueil, Telle une chair tatouée. Et en fait, dans ma chair, en fait, j'ai fait vous avez vu, j'ai fait des chapitres. Exactement. Oui. Donc, dans le chapitre dont vous parlez, c'est les lieux. Donc, bien sûr, vous aurez compris, c'est des lieux émotions. C'est des lieux... et donc, bien sûr, Batna, ma ville natale, est inscrite en moi à jamais, parce que c'est ma famille, c'est mes parents. J'ai beaucoup écrit sur Alger aussi, qui est ma ville d'adoption. Il y a justement un poème en prose, le Café d'Alger. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Merci, merci beaucoup. J'ai écrit aussi, et voilà comment je me suis retrouvée à écrire aussi sur Raza. Aussi, vous avez aussi... Avant le 7 octobre. Tout à fait. C'était avant le 7 octobre, parce que mon recueil est sorti le 16 octobre 2023. Et les événements, donc il était déjà déposé, déjà imprimé et tout. Et justement, on ressent énormément d'engagement aussi dans vos écrits. C'est mon lieu blessure, comme je dis. C'est vraiment une blessure pour moi, Raza. Et quand j'ai écrit les deux textes,
Batna, mon enfance, Alger, ma ville d'adoption, et Raza, ma blessure. La blessure de tout le monde. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Mais vous, voilà, vous avez la chance de mettre des mots justement sur ces tristes... Je vais vous faire un aveu, cette triste actualité. Mis des mots, heureusement que je les ai mis avant. Parce que je crois que maintenant ou après le 7 octobre, j'aurais pas pu On aurait le faire. du mal. Tellement ce qui se passe est de l'ordre de l'indicible. Exactement, oui. Franchement, j'aurais pas pu le dire. Éco-café, c'était ça? Exactement, c'est ça. Vous voulez peut-être un petit extrait? Allez-y. Vous, oui. Vous avez vos lunettes, oui. vous avez... Après, il lira notre petit... Alors là, pour que je dise ça, parce qu'il faut que je présente aussi, parce que j'ai toujours... Alors, écho de café, parce que vous savez, très souvent, on est enfermé souvent dans nos bulles respectives. Vous êtes dans un café, vous êtes avec une amie, avec votre maman, votre papa, votre mari, et puis vous êtes enfermé à parler de choses qui vous intéressent, des choses qui vous agitent, qui vous habitent, et puis on oublie très souvent ce qui se passe autour de nous. Oui. Et très souvent, autour de nous, il se passe des choses. Il se passe des choses. Très souvent, ça crie, ça pleure, ça gémit, mais en silence. Ça parle au téléphone. Oui, mais très souvent, il y a des vies autour de nous. C'est vrai. Alors, j'ai décidé, là, comme j'ai emprunté une démarche cinématographique, là, comme vous l'avez vu dans mon écriture, j'ai décidé de déplacer la caméra. Au lieu de la mettre sur cette personne qui aurait été l'héroïne ou le héros, de la déplacer vers une salle. Et qu'est-ce qui s'y passe? Ok, allez, on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Allez, petit extrait. Ah, merci, j'espère que... Alors, il est en prose. Hein. Exactement, oui. Alors, les cafés d'Alger sont agités et bruyants. Ici passe bien des choses, en silence. La serveuse sourit, mais ses yeux sont gris. Des nuages lourds à craquer. Elle rentrera. Elle rentrera ce soir pleurer, seule. En attendant, elle frotte. Elle frotte machinalement les taches indélébiles de sa vie sur des tables déjà propres. Un homme lorgne ses courbes avec mépris. Et peut-être aussi avec zut, il a vite détourné la tête. Il se renfrogne, mine sévère, pour dissuader les regards vers sa femme, tournant pourtant dos à la salle. On trimballe ce qu'on veut au café, un livre, un amour, une guérite. Cet autre couple est en attitude bizarre, corps figé en sens opposé, comme deux branches d'un V, arrachées l'une à l'autre, plantées au bout d'une table, séparées par une paroi invisible, épaisse tel un tabou, un pan de parloir de prison. Je vois leurs bras immobilisés, leurs lèvres scellées s'évader le long de leurs yeux, s'étreindre, s'embrasser, commettre l'irréparable péché d'aimer et s'en foutre allègrement. Je ris fort. Donc on profitait, j'ai envie de dire, des belles paroles de Halima Abdet et Faisal pour justement, la rubrique L'instant littéraire. On rebondit peut-être. On voyait justement une scène au café, alors je me pose la question, vous en tant qu'écrivaine, en tant que poétesse, est-ce que vous êtes justement le genre de personne ou d'écrivain qui écrit justement au milieu de la foule, ou vous préférez justement avoir votre petit coin au calme? Plutôt au calme. Je suis très... je regarde beaucoup, j'observe beaucoup, j'emmagasine beaucoup. Il m'arrive maintenant de plus en plus, peut-être parfois même, de prendre une petite note comme ça, parce qu'on oublie. Oui. Parce qu'il faut faire un peu de place dans la mémoire, c'est comme l'ordinateur. Mais je regarde beaucoup autour de moi et je suis très... bon, parfois, c'est pas intrusif, hein, c'est vraiment de l'empathie. Ça vous inspire au final? Oui, les gens autour de moi m'inspirent beaucoup, bien sûr, ceux qui, bien sûr, et donc je regarde, mais j'écris pas dehors. J'ai besoin de calme, et puis j'ai besoin d'être chez moi et dans un environnement
Très bien. Et justement, en tant qu'enseignante aussi, alors est-ce que vous donnez envie justement à vos étudiants, parce que ce sont des étudiants à l'université, comment est-ce que vous donnez justement cette passion, ou comment vous transmettez cette passion à vos étudiants? Alors, ça, par exemple, je ne le fais pas parce que ils savent au moins que vous êtes auteur. Il y en a qui le savent depuis qu'ils me voient un peu à la télé, dans les journaux, mais je ne le dis jamais. Moi, à la fac, je suis enseignante, mais je ne dis jamais que je suis poétesse. Et ils se doutent bien que j'ai une petite âme comme ça, voilà, sur le cinéma, la peinture. J'ai de petites... Ça se voit, de toute façon, ça vous pouvez... dans le choix de mes outils pédagogiques, ça se voit. Oui. Je serai plus encline à même pour faire sur un cours sur la communication, par exemple, je serai plus encline à chercher un texte de littérature qu'un essai comme Exactement. Ça. Voilà. Mais en fait, non, c'est vraiment deux univers complètement séparés. Il y a maintenant ils le savent parce que, encore une fois, mais bon, c'est vraiment pas. Je ne fais pas les deux. Très bien. Oui. Très bien. On finit peut-être avec une dernière question. Oui, alors la dernière question, justement, c'est par rapport à la poésie. Pensez-vous que, justement, la poésie algérienne a le mérite qu'elle devrait avoir sur le plan déjà national, et parce que c'est quand même un registre, un genre littéraire qui n'est pas très voilà, par tout le monde, et puis sur le plan international aussi. Oui, de toute façon, le déclin on va dire, de la poésie en tant que genre littéraire, alors que c'est la mère de la littérature. Exactement. Donc, il est à peu près mondial, on va dire. Mais bon, bien sûr, beaucoup plus chez nous. Beaucoup plus chez nous, et quelle que soit la langue, hein, parce qu'il y a la poésie en français, la poésie en arabe, et en tamazight. Et c'est un genre qui est en fait un peu en déclin, et moi, une de mes préoccupations, c'est d'essayer de ramener le plus de gens à ce genre littéraire. Bien sûr, tout à fait. Mais même, par exemple, vous avez, par exemple, en Algérie, il n'y a pas de prix de poésie. Exactement. Il y a le prix du roman, il y a le prix du premier roman dans les 3 langues, mais par exemple, il n'y a même pas un petit prix poésie qui aurait pu... On pourrait organiser des concours, bien évidemment, pour encourager et surtout... bien sûr, voilà, mais il n'y a pas, par exemple. Hein. Mais c'est vraiment le parent pauvre de la poésie. Donc pour émerger maintenant dans cet univers... voilà, c'est un peu difficile. Il faut les encourager justement. Et même quand je fais des rencontres dans les salons littéraires et tout, c'est des gens de ma génération. Les jeunes, ils sont beaucoup moins intéressés. D'accord, plus peut-être vers le roman. Très bien, mais en tout cas, c'est noté. Très bien. Un dernier mot, peut-être un petit conseil pour les écrivains qui commencent justement leur carrière, ou pour les lecteurs? Moi-même, j'ai l'impression de commencer, vous savez, donc, enfin, d'éviter un peu, vous savez, il y a plein de choses qui circulent au sujet de l'écriture, au sujet il y a comme ça des idées reçues. Par exemple, une des idées reçues sur l'écriture, c'est celle qui consiste à dire que l'écriture est une thérapie. C'est celle qui consiste, ce n'est pas du tout, c'est pas toujours vrai, c'est celle qui consiste à dire, par exemple, en termes de poésie, qu'il y a des muses qui viendraient nous susurrer. Franchement, moi, je c'est un grand travail, en fait. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai pas eu, en tout cas, me concernant, je n'ai pas eu la chance d'avoir la visite de certaines muses qui viendraient me susurrer la poésie infuse à l'oreille. J'ai pas eu cette chance, et donc il y a plein d'idées reçues comme ça. L'histoire de thérapie qui relève pas du tout de la thérapie, ça relève des psychologues, des psychiatres et des philosophes. Tout à fait. Très bien. Voilà. Très bien. On retiendra ces belles paroles de la part de notre poétesse très modeste cet après-midi. Voilà, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Faisal, beaucoup. Merci, puisque Halima va profiter du reste de l'émission avec les autres invités. Le temps que Wahida nous rejoigne, je vous dis merci. Merci à vous. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Exactement. En tout cas, ravi à chaque fois, et on a déjà hâte de ce que vous allez nous proposer. Et on va se quitter, on pourra vous dire au revoir en chanson, en groupe et on revient juste après. Allez.
J'ai envie de dire, Wahida, comment ça va? Ça va très bien. Depuis hier. Alhamdoulilah, cette semaine, c'est le rouge. Hein. Oui. Et entre hier et aujourd'hui. Il paraît que ça porte chance quand on le Ah oui, ah ben super. Comme ça, en début d'année, j'espère que ça vous portera chance. En tout cas. Alors, le saviez-vous, hein, cet après-midi. Hein. Mais juste avant, on va continuer dans l'ambiance, j'ai envie de dire, de l'émission, la créativité, les couleurs, le savoir-faire, puisqu'avec nous cet après-midi, une autre artiste, j'ai envie de dire, Nadia Tbahriti, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aussi, et continuer dans la lancée, donc parler un petit peu de ce que vous faites, parce que vous êtes artiste peintre, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Merci, oui, effectivement, je suis artiste peintre. J'ai envie de dire, j'ai commencé sur le tard, on en parlait tout à l'heure, oui. Puisque moi j'ai commencé à peindre grâce au Covid. D'accord. Je dis grâce. Ah, oui. On reçoit plein de personnes qui ont commencé à faire plein de belles choses depuis le Covid. Hein. Oui, voilà. Oui, ça m'a permis effectivement de développer cette fibre artistique que je ne soupçonnais pas. D'accord. Oui. Et avant, vous peigniez avant ou pas du ça tout. vous intéressait pas un du petit tout, peu? Pas du tout. Je n'étais pas du tout. Et vous faisiez quoi dans la avant peinture, dans le dessin, dans l'art. Comme juriste. Donc d'accord. C'est vraiment, je fais un grand écart. C'est même pas un métier, on va dire, artistique ou qui a un rapport avec l'art. Exactement. Ouais, donc j'ai fait un très grand écart. Effectivement, j'ai une formation de juriste. Donc moi, j'ai travaillé dans les métiers du droit. Je travaille encore. Et grâce au Covid, j'ai découvert la peinture, l'art de manière générale. On en parlait là, on parlait de colère, d'émotion. Oui. C'est en plongeant effectivement à l'intérieur de moi que j'ai découvert aujourd'hui. Très bien. Et quelles sont les techniques justement qui vous ont attiré, vers lesquelles vous vous êtes orienté? Alors moi, je suis donc j'utilise la peinture acrylique. D'accord. La peinture acrylique. Ce qui me plaît dans la peinture acrylique, c'est que c'est une peinture qui sèche vite. Oui. Alors j'ai besoin comme ça que ça aille vite. D'accord. Et j'utilise également du sable. Le sable me parle. Voilà, d'où ces reliefs qu'on arrive à apercevoir. Exactement. En début d'émission, on avait une musique un peu qui vient du désert. Oui, la première. Oui. Voilà, exactement. Et c'est vrai que le sable me parle énormément. Donc j'utilise beaucoup de sable aussi issu de mes voyages. Donc désert algérien. J'ai découvert le désert algérien il y a 1 an. Et donc j'utilise du sable aussi pour donner ce côté relief. C'est ça. Donc là, on voit, la matière. Vous nous avez apporté bien évidemment quelques toiles. Donc là, on est en train de découvrir l'une d'entre elles. Alors c'est celle qui est derrière vous. Effectivement, oui, tout à fait. Voilà, c'est. Donc c'est du rouge. Déjà, il y a du contraste, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, j'utilise des couleurs très, très vives, très fortes, pour donner effectivement ce côté contraste. Et aussi parce que moi-même, j'ai du mal à voir certaines couleurs. Donc il faut que les couleurs soient très je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait votre particularité. Oui. Donc malvoyante, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Je suis malvoyante, effectivement. J'ai une maladie de la rétine. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour peindre, il me faut des couleurs qui soient très vives, très fortes. Pour que vous arriviez à voir justement le résultat. Et là, bien évidemment, l'Algérie. Voilà, on reconnaît. Voilà. On reconnaît l'Algérie, effectivement. Toujours des couleurs, le rouge. Donc ça, c'est votre marque de fabrique, j'ai envie de dire. Alors, j'ai envie de dire, c'est une couleur qui me parle. Oui. Le rouge m'attire énormément. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai que le rouge, c'est une couleur qui me parle énormément et je l'utilise beaucoup dans mes toiles, effectivement. D'accord. Et là, vous parliez de sable tout à l'heure. Oui. Pour qu'il tienne, c'est avec la peinture. Oui, donc c'est le mélange. Vous le mélangez à la peinture. Je mélange le sable et la peinture ensemble. Voilà. Et je on les finit travaille. avec. On a tous reconnu. Voilà le meilleur, on va dire. Oui, si on peut dire ça. Donc, il y a beaucoup de lettres. Donc sur le premier tableau, on a pu voir Alif, Lam, Mim. Tout à fait. Là, bon, c'est un mot avec 2 lettres, mais qui veut dire beaucoup de choses. Et voilà, exactement. Comme vous le dites, c'est vrai. Alors
les lettres, la lettre arabe me parle énormément. Et je trouve que la forme, regardez, quand on voit le mot hub, on peut aller très loin, on parlait de poésie tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en regardant les lettres, juste en les regardant, on est transporté. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'art de la calligraphie. Exactement, la calligraphie, on est transporté. Rien qu'en regardant une lettre, on peut se laisser, on peut voir. Moi, quand je vois le mot hub, on peut voir plein de choses à travers juste deux lettres. C'est vrai, je suis d'accord. Et d'ailleurs, le point, j'en ai fait une bouche et pas un point. Exact. Je m'en amuse. Et en fait, on peut s'amuser avec les lettres. Elles sont tellement riches, tellement. C'est vrai. C'est des lettres qui vont. Il y a aussi un autre tableau qu'on est en train de voir. Je pense que Nadia n'a pas eu le temps de le voir, où on voyait, un visage. Oui, effectivement, ça c'est la série Oriental Woman où je suis remontée en fait à mes origines. Donc c'est une série de toiles où je suis remontée à mes grands-mères en fait. C'est une série de toiles de femmes. D'accord. On parlait de tatouages, donc avec certaines ont des tatouages, des bijoux, un peu ce côté marron, terre. Terre, désert, terre chaude. Donc ça, c'est une série dans laquelle je remonte moi ma propre lignée à mes origines. D'accord, très bien. Et justement, vous venez exposer à Alger. Tout à fait. Alors comment première exposition? En Algérie, voilà, c'est la première. Donc comment vous l'avez préparée justement? Donc cette exposition, puisque c'est la première exposition, comme vous le dites, en Algérie, à Alger, ça a été très naturel pour moi. L'exposition, je l'ai intitulée Terre d'origine, puisque c'est un voyage à la fois un retour à mes origines, on va dire, identitaires, donc l'Algérie, donc avec des toiles comme ça qui représentent l'Algérie, l'Afrique, le continent africain. Et c'est aussi un voyage spirituel, puisque l'objectif, je suis remontée à nos origines, on va dire, notre père à tous, Adam, salam, et avec la lettre, donc la lettre arabe, la lettre issue du Coran, donc à notre origine plus lointaine, plus profonde, l'origine de notre âme. D'accord, c'est très beau. Et donc l'exposition y est, donc on peut bien évidemment venir et apprécier toutes ces toiles. Et se poursuit jusqu'à quand? Tout à fait. Alors l'exposition a commencé le 10 janvier, elle se poursuit jusqu'au 17 janvier. D'accord. Donc dans une galerie dans le quartier de Cheraga. Voilà, vers Cheraga. D'accord, très bien. Et justement, est-ce que vous avez eu à rencontrer d'autres artistes algériens? Oui, tout à fait. J'imagine que les échanges sont très bénéfiques. Très enrichissants. Et enrichissants. Oui, tout à fait. Donc c'est une grande galerie où il y a différents artistes, peintres, créateurs aussi divers et variés. Et donc on a des échanges très intéressants, effectivement. D'accord. Shahrazad, vous avez eu à visiter des expositions? Oui, là, depuis que vous êtes à Alger? Oui, j'en profite. J'essaye de. Je touche à tout de toutes les manières, donc je découvre tout et très curieuse et de découvrir qu'il y a de très belles choses qui se font. Et voilà. Alima, vous, je pense que oui, j'aimerais juste rebondir sur le fait que la dame soit juriste, qu'elle travaille, que moi je sois enseignante. Je trouve que c'est assez important quand on s'engage dans des choses qu'on aime, qu'on fait avec passion, mais qui ne nous font pas vivre. Oui. Parce que c'est pas de ça. C'est difficile de vivre de son art. Donc le fait d'avoir un autre métier, ça donne beaucoup d'assurance pour faire le reste. D'accord. C'est-à-dire on n'est pas. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire. On le fait vraiment parce que ça nous fait de bien, parce qu'on a envie de le faire. Tout à fait. Et c'est très bien d'être rassuré, d'avoir un métier à côté qui nous fasse vivre sans qu'on ait à penser. Ça libère l'esprit, ça libère pour la créativité, comme c'est le cas de madame. Très bien. En tout cas, de très belles œuvres à découvrir, bien évidemment. Et elles sont signées Nadia Tbahliti, qui nous fait bien évidemment le plaisir d'être avec nous cet après-midi. On va continuer. C'est pas fini, mesdames. Une autre va s'y mettre. Il s'agit de Wahida pour la rubrique Le saviez-vous? Jingle.
tous chez nous des instruments qu'on utilise au quotidien. Est-ce qu'un jour vous vous êtes posé la question comment c'était le premier outil qu'on a, par exemple, si je vous donne des exemples, un réfrigérateur. Est-ce que vous avez pensé un jour comment il était le premier réfrigérateur ou votre première machine à café? Est-ce que vous avez déjà imaginé à quoi il ressemblait? Non. Pour moi, c'était le gerba, donc il n'y avait pas de ces loutres là pour réchauffer en pot de... Voilà, c'était on mettait l'eau dans un endroit ombragé. C'est ma génération, généralement dans un endroit très ombragé, et ça gardait la fraîcheur de l'eau. Exact. Voilà, c'est vrai. Pour moi, ça a commencé comme ça. Exact. Oui, ça c'est vrai. En fait, on a plusieurs électroménagers qui nous facilitent la vie. J'ai envie de dire ça. Voilà. Et puis, un jour, moi, j'étais dans ma cuisine, je me disais, je me demande à quoi ressemblait le premier réfrigérateur ou à quoi ressemblait la première machine à laver. Donc aujourd'hui, je vous ai choisi les outils qu'on utilise au quotidien. On commence par... là, c'est le réfrigérateur. Oui. On va commencer directement par le réfrigérateur. Donc, c'est une... Ah, il y a une autre photo avant celle-là, parce que là, c'est lorsqu'il a évolué. Le premier, vous avez trouvé dans le même dossier, c'est une photo. Ça ressemble à une armoire. J'ai trouvé ça vraiment beau. C'est les armoires qu'on a actuellement en bois, avec un petit moteur sur l'armoire, et puis quand ça se referme, on a l'impression que c'est une armoire. D'ailleurs, c'était en bois. Ah voilà, oui, regardez comment c'était beau. On dirait c'est vrai. Et ça s'appelait comment à l'époque? Ça s'appelait réfrigérateur. Un réfrigérateur, un frigidaire. Ils les appelaient avant frigidaire. Oui, parce que le frigidaire, c'est le nom de son inventeur. Exactement. Qui a inventé le frigidaire. Exactement. Donc, déjà à cette époque-là, il s'appelait frigidaire. Frigidaire. Et puis on a la petite résistance, que je dis résidence, qu'est-ce qu'il veut? Donc la petite résistance pour refroidir. Et il paraît qu'il y avait même des télés comme ça, nous dit notre cher réalisateur. Ah, c'est vrai. Le même concept, on dirait un petit buffet qu'on ouvre. Et ça s'ouvrait quand il y avait même la radio, on rajoute une couche du côté de la régie. Très bien, donc on est vraiment branchés. Donc il faut savoir que le premier réfrigérateur a été inventé par Olivier Evans. C'est un Américain en 1805 plus exactement. Après, il y a eu plusieurs contributions par la suite. Il suffit juste d'avoir l'idée. Ensuite, il y a d'autres chercheurs qui essaient de développer. Là, c'est un réfrigérateur qui a un peu évolué dans le temps. Donc après, on a eu plusieurs. On en a vu plusieurs. Il y a eu des extra plats, des doubles réfrigérateurs, double porte, avec des glaces, des glaçons. Même avec des clés, il paraît. Voilà, ça existe. Des cadenas. C'est vrai. Ça, c'est vrai. J'avoue que je les ai vus. Au départ, c'était une seule et unique couleur, c'était du blanc. Là, on retrouve toutes les couleurs, donc ça dépend de notre décoration. Bien sûr, tout à fait. Avant, c'était uniquement et exclusivement avec du métal. Maintenant, c'est avec du verre. Ça peut aller même avec du bois. Exact. En fait, ça épouse vraiment la décoration. Le décor, oui. Voilà, le déco de notre cuisine. C'est vrai. Voilà. Et puis maintenant, il y a même des réfrigérateurs qui sont connectés avec l'intelligence artificielle. Tout simplement. Si, ça dépend de mes courses. La machine à laver. Exactement. Donc tout dépend de mes courses parce que chaque saison, ça dépend de la température et les courses et les Tu m'as fait peur. Si je l'aurais acheté, je serais venue te voir le lendemain. Oui, bon, j'y ai cru. Oui, pourquoi pas? Peut-être le fait, elle. Inch'Allah, je le souhaite. Non, mais c'est pas le plus important et c'est pas le plus urgent, je pense. Exact. Mais par contre, une machine intelligente, je dirais pas non. D'accord, allez, une deuxième. Allez, à votre avis, ça c'est quoi? Oula, un train. Shahrazad? Un aspirateur. Bingo. Exactement. Eh bien, c'est le premier aspirateur. Donc, il a été... en fait, l'idée a été inventée... Ça, par contre, je ne le souhaite pas. Moi, je préfère celui qui sort faire ce qu'il a à faire. Il rentre dans sa petite caisse. Alors, le premier aspirateur, comme on l'a vu, il a été inventé en 1901 donc, par l'ingénieur britannique Hubert Cecil Booth. Donc, qui crée le premier aspirateur à vapeur. Il était tellement lourd avec des roues et tout. Et puis, ce n'était pas accessible pour tout le monde. Rares sont ceux qui avaient cette chance de l'avoir chez eux. Ensuite, il y a eu, à partir de 1908... C'est énorme, hein? Oui, très grand, très très grand. En 1908, on a commencé, l'évolution a commencé, ils ont commencé à être inventeurs, ils ont commencé par donner une autre vie à l'aspirateur.
jusqu'au... Voilà, là, ça s'est vraiment amélioré. On a commencé par la voir. Et puis, il y a une image qui m'a fait un peu rire, mais je n'arrivais pas à la trouver parce qu'elle était signée, je ne pouvais pas la partager. C'est qu'on voyait la ménagère en train d'aspirer et son enfant, il pédalait sur l'aspirateur. J'aurais aimé vraiment partager ça avec vous, mais comme elle est signée, ce n'est pas possible. Ça, c'était une autre étape de l'évolution de l'aspirateur. Et puis maintenant, on a des aspirateurs à vapeur, à l'air chaud, et puis anti-allergène. Très performant. Voilà. Et ceux qu'on aussi, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, on les branche. Ceux qui font à l'heure où ils sortiront seuls, ils sortiront seuls, nettoyés et ils retourneront dans leur station. On en voit beaucoup sur les réseaux. Oui. Allez, on voit une autre invention et je vais vous faire deviner. Est-ce qu'on peut voir? À votre avis, c'était quoi celle-là? Le four. Tout simplement, cuisinière. Avant que ça soit une cuisinière à gaz, alors c'était avec du bois et du feu. Vous voyez, c'est le même principe pratiquement. C'est vrai. Moi, je trouve que c'était plus beau avant. Oui. Plus beau, c'était plus esthétique. Ça a son charme. Oui, donc on mettait du bois et puis on faisait aussi des économies. Non seulement qu'on réchauffait la maison, mais aussi on utilisait cette chaleur pour préparer à manger. Tout simplement, il n'y avait pas des plaquettes chauffantes. On mettait une pièce métallique toute plate où on préparait à cuisiner tout simplement. Donc la première invention fut inventée par Winsler, un Allemand, en 1802. Ensuite, il y a eu plusieurs évolutions. Donc, il faut savoir que le premier four à bois a été créé 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, ce qui est énorme parce qu'avant, ils préparaient du pain. Et puis, il y a eu l'évolution. Ça s'est un peu modernisé avec... quand on a eu le gaz, quand on a inventé le gaz et on a branché les maisons avec, toujours, il n'y avait pas de feu. En fait, c'était toujours la récupération. Le gaz avec le four, donc on pouvait préparer à manger et on avait, vous avez vu, des ustensiles où on mettait à l'intérieur les repas et ils se mettaient à cuisiner. Voilà. En fait, c'était un peu une histoire Il faisait très attention par rapport à l'espace, à l'esthétique et à l'économie d'énergie, même si il venait tout juste de découvrir l'énergie. Pensez à tout. Exactement, c'est beau. Allez, une autre invention? À votre avis? Allez, le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle. Exactement, c'est parmi les premiers lave-vaisselle. Donc, vous avez vu, ça c'est lorsqu'il a évolué. Il y avait les assiettes. Oui, c'est ça. Elle les a mises... Est-ce qu'on peut voir la première photo? Ça, c'est lorsqu'il a évolué. Vous allez voir la première photo. Elle est un peu marrante. C'était presque... la première photo ressemblait à une machine à laver. C'était le même arrondi, comme le tambour d'une machine à laver. Exactement. Alors, voilà la toute première lave-vaisselle. En fait, c'était un grillage où on faisait travailler manuellement, on les faisait tourner. On faisait manuellement. Oui. On tournait la petite manchette manuellement. Ça a bien évolué depuis. Oui, mais c'était un peu plus rapide que le faire avec une par une. Voilà, une par une. Donc là, elle les mettait en coupe. Et puis ça tournait et on rinçait. Et lorsqu'il y a eu une évolution, il y a eu cette invention, ça ressemblait un peu à une machine à laver. Oui, un tambour, oui. Je pense qu'ils se sont un peu inspirés de la machine à laver. Et puis voilà, ils mettaient et avec le temps, ça a évolué. Il faut savoir que la première machine à vaisselle qui a été inventée, c'était en 1800. Donc, je vais vous dire exactement en quelle année. Oups, pardon. Donc, 1805. Et après, il y a eu plusieurs évolutions. Toujours, quand il y a une invention, il y a d'autres personnes qui viendront par la suite. Ils font de la recherche. Tout à fait. Une fois quand on achète le matériel ou l'outil à la maison, on se dit, j'aurais aimé qu'il soit comme ça ou comme ça. Il y a toujours des inventeurs qui l'évoluent jusqu'à ce qu'il soit connecté comme on est aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on veut voir une autre invention, s'il vous plaît? Oui. Il y en a beaucoup, hein, dis donc. Oui. Et ça a bien évolué, hein, c'est le cas de le dire. Exactement. Et j'étais vraiment impressionnée de les voir. J'ai dit, allez, à votre avis, ça c'est quoi? Allez, on laisse... Allez, mesdames. Alima. On vous laisse deviner. Bravo. Bravo. Ouais. C'est la première machine à café, cafetière, exactement. Donc, tout simplement, elle a été inventée en 1884. D'ailleurs, l'inventeur, c'est Angelo Moriando. Il a déposé un brevet pour son invention le 16 mai 1884. Alors, très important pour l'inventeur, c'était important pour lui, en fait, par rapport à son invention, c'est qu'on devait utiliser la vapeur pour chauffer l'eau, mais aussi, il a mis en place un système de filtration pour séparer les graines de café et production de café sous pression. D'accord.
Oui, donc c'était sa première invention. Donc, voilà, c'était important pour lui de déposer le brevet. Ensuite, il y a eu l'évolution. Il y a eu une autre machine à café, la même, en fait, qui a évolué pour les cafés, pour les servir dans les cafés dans le temps. Donc, avec plusieurs robinets, vous allez voir. Oui, plusieurs robinets, en fait, on pouvait préparer plusieurs cafés en même moment. Oui, pour toute la famille. Oui, voilà. Donc, ils ne devaient pas attendre leur tour, ça se préparait tous en même temps. Et puis, vous pouvez même se laver avec le café, presque. Oui, presque. Exactement, on en buvait, d'ailleurs quand c'était découvert, on en buvait beaucoup, énormément, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Wahida, on voit que tu es une amatrice de café. J'adore. Parce que tu parles de cette machine avec vraiment grand intérêt. Ben oui, c'est ma meilleure amie, j'adore. Je suis une grande consommatrice de café. Oui, je sais. Oui. Donc, en tout cas, ça a bien évolué. Là, maintenant, avec les petites capsules, c'est rapide. Puis, toujours, on choisit notre type de café. On a choisi même les goûts. Si on peut l'avoir léger ou allongé. Moi, je parle. C'est l'expert qui parle. Serré, voilà. Et on peut même, en fait, il y a des machines à thé. C'est ça. Là, c'est la première aussi, c'est parmi les premières. Lorsqu'il y a eu la première photo qu'on a vue, l'évolution, c'était cet appareil-là. Toujours le café. Oui, ça c'était pour utilisation personnelle à la maison. Après, celle qu'on a vue avec plusieurs robinets, c'était pour les cafés. C'est toujours le café avec le même système, filtre à café, beaucoup de pression, la vapeur, et on avait un bon café à servir. C'est vrai. Voilà, et j'imaginais les personnes quand ils les achetaient avant, comment ils étaient contents et heureux. Surtout s'ils sont amateurs comme toi. Oui, j'imagine. Allez, encore un autre appareil. Un dernier? Oui. On va voir de quoi il s'agit. On en a tous. En fait, c'est vraiment l'outil à avoir dans toutes les maisons. Roulement de tambour. Ah oui. Alors, c'est quoi? Un appareil, on peut appeler ça appareil. Bon, on va non, mais pour ça, laver le linge. C'est une petite devinette. Ça, c'est l'ancêtre à l'algérienne. La salle de bain, quoi. Oui. En fait, ça, c'est l'ancêtre à l'algérienne de la machine. C'est ça. C'est la machine à laver. Ouais. Mais ça, en fait, je voulais faire un petit clin d'œil à nous, à l'Algérie, parce que Hajat Saboun, qui n'en a pas eu, Hajat Saboun, elle est importante, elle est ancrée dans notre culture. D'ailleurs, on l'utilise maintenant comme élément de décoration. C'est devenu à la mode aujourd'hui. Oui, c'est revenu, on les utilise énormément. Exactement. D'ailleurs, on devrait voir avec Yasmine pour la décoration. Pourquoi pas? Donc, la machine à laver aussi, est-ce qu'on peut voir la première photo de la machine à laver, s'il vous plaît? Aussi, elle a eu plusieurs évolutions. Vous allez voir, lorsque j'ai vu la première machine, pas celle-là, celle-là, elle a évolué. Il y a une autre, celle-là, c'est vraiment l'évolution. C'est moderne. Des années après, c'est modernisé. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'elle ne prenait pas beaucoup de place. Du tout. Aujourd'hui, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Oui, mais là, du tout. On constate qu'ils étaient moins volumineux. Exactement. Même le lave-vaisselle. Et ce qu'ils faisaient, c'est que beaucoup de récupération, beaucoup de matériaux qui viennent de la nature. On a beaucoup utilisé. Au premier, c'était toujours du bois. Ensuite, quand il y a eu l'évolution, on a utilisé du métal et du plastique. Celle-là aussi, elle a un peu évolué. Vous voyez là, ce qu'elle est en train d'essuyer, la dame, c'est lorsque, en fait, elle a essoré son linge, elle est en train de le récupérer. Donc, on a le petit tambour en métal. Il lave le linge. Ensuite, on est obligé de changer manuellement l'eau et remettre l'eau pour le rinçage. Et pour essorer le linge, il fallait faire passer et tourner encore manuellement. Et avant, donc, on était trop manuel, on faisait beaucoup d'activités, on n'avait pas besoin d'aller en salle de sport. C'est vrai. Donc, c'était... Alors, il reste une photo qui intrigue. Voilà, donc... Alors, celle-là aussi, il y a eu une époque où on devait tourner le tambour. Donc, avant de le brancher par l'électricité ou autre énergie, donc il fallait le faire tourner. On mettait le linge à l'intérieur du tambour et toujours le bois, il est important. Donc dans toutes les premières inventions, on les a vues avec du bois. Ensuite, on mettait le linge à l'intérieur et puis on faisait tourner, ça dépendait des tâches qu'on avait. Et lorsqu'il y a eu l'évolution, regardez quand on tournait à l'intérieur. Donc il y a des petits bâtonnets pour pouvoir remuer le linge à l'intérieur et le récupérer. Une fois le rincé, on le faisait passer une pièce par une pièce. Et on faisait encore une fois tourner pour l'essorage. Et on avait notre linge qui était prêt. Peut-être repassé même, je dirais. Parce que, avec le truc aplati. Il est aplati, il est repassé. Elles n'avaient pas besoin de le repasser. Ça devait donner un bon résultat. Voilà. Très bien.
Et là, c'était aussi... c'est la machine à laver. Oui, c'était la machine. Toute petite, franchement, ça ne prenait pas. Et adaptée. Et puis, elles sont vraiment bien faites. Moi, j'adore, elles sont bien sculptées. On a l'impression que c'est un meuble. Si on la met comme décoration, exact. C'est un meuble, tout simplement. Oui, ou machine à coudre aussi. Ça ressemble un petit peu aussi à machine à coudre. Très bien. En tout cas, ces appareils ont bien évolué. Ils nous servent aujourd'hui. Ils nous font gagner beaucoup de temps. Exactement. N'est-ce pas? C'est les indispensables. Mais prennent beaucoup d'espace. Mais c'est les indispensables. Donc, ça nous laisse le temps, justement, pour créer, pour faire de l'art. Faire de la peinture, écrire des poésies, encore faire des ateliers. Merci, Wahida. Avec plaisir, On se retrouvera la semaine prochaine. Inch'Allah. Shahrazad, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc, on rappelle des ateliers où l'art, justement, va être au service des émotions et des enfants aussi. Et des enfants. En tout cas, merci. Alima, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Faisal Bayoud, puisque vous avez animé cet après-midi notre instant culturel, notre rubrique culturelle du mercredi. Et puis, Nadia aussi, on vous dit merci. Merci beaucoup. Bonne exposition. Merci. Voilà, merci et puis n'hésitez pas à revenir. Donc, on rappelle jusqu'au 17, une belle exposition intitulée Terre d'origine, donc à ne pas rater. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Et comme à chaque fois, nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec toute l'équipe. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.